Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, d'autres invités ce matin, c'est Alexis Karklins-Marchais, directeur général délégué Date Advisory, auteur d'un livre dont on va parler évidemment sur le libéralisme humaniste. Économiste aussi, on va vous utiliser parce qu'on a plein de questions ce matin. D'abord, le ralentissement de l'économie mondiale annoncé par le FMI et la Banque mondiale. 3% de croissance maximum par an pour les 5 prochaines années. Est-ce que c'est un nouveau monde, un nouveau paradigme avec lequel on va devoir jongler? Ce qui caractérise le moment, c'est l'incertitude. Je parle souvent du temps des incertitudes. Si on prend la séquence des derniers mois, c'est absolument fascinant. Nous sommes fin 2022 et on parle d'une récession qui peut s'annoncer pour 2023 à cause des prix de l'énergie, à cause d'une inflation qui fait beaucoup de mal au pouvoir d'achat, des taux d'intérêt qui enchérissent le coût du capital. Donc on parle de récession. Janvier 2023, Forum économique mondial de Davos, l'économiste en chef du FMI annonce que finalement, les nouvelles sont plutôt bonnes et que 2023 sera une année où le monde occidental va éviter la récession et ça devrait être plutôt pas mal. Nous sommes 3 mois plus tard et on commence à parler maintenant d'une économie qui ralentit à nouveau. Voilà. Donc on voit une série d'annonces très rapprochées. Ce qui vraiment caractérise le moment, c'est ce manque de visibilité qui a des conséquences sur la vie des entreprises et notamment sur le besoin d'adaptation permanent. Et ça se traduit par justement ces prévisions qui sont faites au niveau macroéconomique. L'inflation est là, elle ralentit mais elle va durer. Et derrière le pouvoir d'achat, on voit notamment dans le secteur de la distribution, dans un certain nombre de secteurs, ça commence à se voir. Les biens de consommation, notamment en Europe, la consommation baisse, ça se va avec même un volume, malgré l'augmentation des prix. Donc il y a un certain nombre de pressions que l'on observe. Mais encore une fois, il est très difficile aujourd'hui de faire des prévisions. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment nouveau. Si là on est vraiment dans ce moment très, très particulier, on n'a jamais vu en 12 mois une telle hausse des taux d'intérêt, vous l'évoquez Christophe, et finalement une volonté de lutter contre l'inflation, mais avec cette peur permanente à la fois des banquiers centraux et des gouvernements de se dire si on réduit trop fortement la quantité monétaire en circulation, il y a un risque de planter l'économie, mais à l'inverse, si on n'est pas assez prévenant, on a un risque de vivre avec de l'inflation. Il y a vraiment des injonctions complexes en ce moment. Du coup, c'est ça la seule chose qu'on peut faire, c'est la liste des risques en fait qu'on a autour de nous. Il y en a un qui monte et qui descend un peu, c'est celui autour de Taïwan. On a vu Emmanuel Macron qui rentre de Chine, qui fait des déclarations qui sont, je ne sais pas si elles sont mal interprétées, mal comprises, ou c'est pas ce qu'il a voulu dire, etc. Mais il y a eu un tollé, même le Wall Street Journal a expliqué que c'était absolument scandaleux. Il affaiblit la dissuasion contre l'agression chinoise et sape le soutien américain à l'Europe. C'est ce qui a été écrit dans le Wall Street Journal. Hier, comment vous interprétez ces mots? Alors, on s'inscrit dans un moment aussi particulier dans la géopolitique parce que vous parliez des risques, Laure, et vous évoquez notamment le risque géopolitique. C'est vrai que Taïwan fait partie des risques très importants et dès qu'on touche à Taïwan, on touche un sujet très sensible qui est la réaction, potentiellement les représailles de la Chine. Et on l'a vu, la Chine populaire, j'entends. Et on l'a vu, le régime de Pékin a lancé, c'était prévu, a lancé 3 jours de manœuvre. Pourquoi ces jours de manœuvre? D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la visite du président Macron en Chine populaire. C'est lié à la rencontre de la présidente taïwanaise avec le speaker de la Chambre des représentants américains en Californie la semaine dernière. Et donc ce seul fait montre le caractère explosif de la situation taïwanaise. La prise de parole d'Emmanuel Macron, elle est relativement surveillée parce qu'il s'exprimait notamment, en particulier, au nom de l'Europe. Et il avait l'air de dire qu'en fait, il fallait pas s'occuper de ce qui se passait à Taïwan, que c'était pas... Peut-être qu'il a raison, que c'était trop loin pour nous et hors de notre force stratégique, et que donc en gros ils s'en lavaient les mains. Vous savez, c'est toujours le problème quand on parle d'économie. Est-ce qu'on est dans la réelle politique? Et la réelle politique vous dit, on doit commercer avec la Chine populaire, avec le régime de Pékin. On est obligé de commercer. Les entreprises françaises ont besoin, à la fois pour les exportations, mais aussi évidemment pour les importations. On a besoin d'avoir la Chine populaire et le régime de Pékin le sait très bien. Donc là, vous êtes dans la réelle politique. Et en face, vous avez une logique qui est plus une logique des valeurs et toute la complexité pour un dirigeant occidental, quel qu'il soit, c'est d'arriver à articuler d'un côté la réelle politique et donc de ne pas faire trop de vagues. Quand vous êtes invité, en général, vous essayez de bien vous tenir et donc vous êtes invité par le président Xi. Il le fait dans des propos off à des journalistes. En gros, il explique qu'il ne faut pas s'aligner sur les Américains. Voilà. Et vous avez raison, c'est ça qui a beaucoup gêné. Alors derrière, il y a tout un débat à savoir qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire. Bon, la réalité, je l'ai lu, cet édito du Wall Street Journal, c'est un parmi d'autres. Et celui-là est effectivement très violent parce qu'il rappelle aussi l'importance du discours occidental et l'attente des Européens sur le soutien américain, notamment en Ukraine. Parce qu'évidemment, les deux sujets sont liés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réaction presque épidermique. On interprète ça aussi comme une volonté
d'autonomie stratégique. Vous l'évoquiez il y a quelques instants sur vos antennes avec Jean-Marc Vittori. Oui, c'est un sujet évidemment sensible. Ça nous rappelle l'importance du risque géopolitique. C'est un risque supplémentaire qui est apparu depuis maintenant un an, évidemment, en tout cas qui a pris beaucoup d'importance dans l'économie mondiale. Je rappelle quand même que Taïwan, c'est 2/3 de la production des semi-conducteurs au niveau mondial. C'est surtout ça le sujet. Et je vais rajouter, c'est aussi le premier lieu de passage des navires vers l'Occident, entre les centres de production chinois et l'Occident. Donc vous voyez la sensibilité de la zone. Mais vous n'avez pas l'impression que tout le monde fait comme si cette invasion de Taïwan allait arriver un jour ou l'autre? Même les Américains, quand ils demandent à TSMC de relocaliser les semi-conducteurs aux États-Unis, c'est aussi qu'ils se préparent quelque part à ça. Il y a toutes les thèses possibles. Aujourd'hui, il y a une thèse qui serait une thèse de montée en puissance militaire avec la volonté du président Xi de tenter une invasion de Taïwan. Mais soyons très clairs, le coût serait énorme, d'abord d'un point de vue militaire, et puis d'abord d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue économique, du fait de l'importance de Taïwan dans le monde de l'électronique. Donc toucher aujourd'hui à Taïwan sur le plan militaire, c'est quelque chose qui présente beaucoup de risques pour le monde occidental en général, mais aussi pour la Chine. Mais aussi pour la Chine, parce qu'imaginez une véritable récession. Invasion de Taïwan, là, on ne sera plus dans le débat de savoir s'il y aura 1 ou 2% de croissance. C'est un risque de on-off sur la croissance. C'est vraiment un risque majeur. Un risque majeur, avec derrière des conséquences très importantes pour les entreprises au niveau mondial, y compris pour les entreprises chinoises. Je rappelle quand même que Pékin a besoin d'avoir une certaine croissance, avec toujours ce risque d'avoir des contestations sociales si ça ne se passait pas. On a commencé à en voir quelques-unes, même si c'était limité, avec la politique de zéro Covid. L'alternative, en un mot, l'alternative à une invasion militaire, c'est quoi? Eh bien, c'est d'amener petit à petit Taïwan vers l'acceptation d'un plus grand partenariat, d'un partenariat plus proche avec la Chine populaire. Et vous avez aujourd'hui à Taïwan, vous avez deux partis, un qui est plutôt justement en faveur du dialogue avec Pékin, l'autre, celui de la présidente actuelle, et vous avez des élections début 2024 à Taïwan, l'autre actuelle qui est beaucoup plus opposée, qui a manifesté sa volonté de se rapprocher avec l'Occident. Dans ce contexte, vous avez écrit un livre sur le libéralisme, presque une déclaration d'amour au libéralisme, pourtant on entend beaucoup de mal sur le libéralisme qui serait parfois à l'origine de tous les maux de notre société. Vous parlez d'un libéralisme qui s'intéresse à autre chose que l'économie, le bon libéralisme. Oui, alors c'est toujours évidemment un parti pris très personnel. Le libéralisme en France, c'est un mot qui est souvent insultant. Je rappelle, il y a eu un candidat qui s'est recommandé du libéralisme en 2002, c'était Alain Madelin, rappelez-vous, c'est 3,91%. Hein. Donc s'intituler libéral en France, c'est toujours très dangereux. Bon. Mon point était de dire, en fait, il y a, je ne vais pas vous dire qu'il y a 50 nuances de libéralisme, mais il y a plusieurs nuances de libéralisme. Et en l'occurrence, ce qui m'a intéressé, c'est une forme de libéralisme. Il faut prendre acte du fait qu'aujourd'hui le libéralisme est accusé d'individualisme, de favoriser la culture de l'argent, de favoriser le consumérisme, de favoriser les inégalités, de favoriser la destruction de l'environnement. Même aux États-Unis, il est accusé d'accroître ces inégalités. Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on vit dans un type, au niveau mondial, un type de libéralisme qu'on appelle parfois le néolibéralisme, c'est-à-dire en fait ce libéralisme qui est né dans les années 60, notamment l'école de Chicago, Milton Friedman, qui a ensuite été repris et incarné politiquement par Margaret Thatcher puis Ronald Reagan, et qui a diffusé sa culture au niveau mondial. Ça serait quoi l'autre libéralisme? Alors, le libéralisme, moi, qui m'a intéressé, c'est ce qui s'appelle l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme c'est un libéralisme qui est, on va dire, un libéralisme bien régulé, bien tempéré, où l'État est réhabilité, à la fois dans sa fonction économique, mais aussi dans sa vocation à corriger les inégalités et à encourager l'investissement dans la culture, parce que c'est un libéralisme qui met en avant justement l'importance de l'émancipation individuelle, une émancipation qui est fondée sur la culture, le spirituel, le rapport à la nature, l'engagement dans la communauté. Voilà, nous vivons dans une société de fait, et les ordolibéraux le dénonçaient, c'est un courant allemand qui est né dans les années 30, justement en réaction à la crise de 1929. C'est le meilleur du libéralisme et le meilleur de la protection sociale, quoi. C'est un libéralisme qui est né contre le libéralisme du laisser-faire, après la crise de 1929, sentant que l'alternative qui serait l'interventionnisme et le collectivisme allait conduire à des catastrophes. Ce fut le nazisme. Je vous rappelle que ce sont des économistes allemands qui ont d'ailleurs souvent fui l'Allemagne au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir ou qui ont été contraints d'entrer en résistance. C'est le libéralisme ceinture et bretelle. Et c'est un libéralisme protecteur, d'équilibre. Et qui incarne ça aujourd'hui dans le monde, puisqu'il faut une incarnation politique? Absolument, sinon ça reste vous avez absolument raison, Laure. Alors aujourd'hui en France, il l'est relativement peu. Dans ceux qui aujourd'hui
utilise des mots ou des concepts qui se rapprochent de l'ordolibéralisme. Probablement David Isnard, le maire de Cannes, fait partie de ceux qui se recommandent de ce type de courant, avec toute cette trilogie liberté, culture et ordre. Ordre, pas au sens police, hein. Oui, bien sûr qu'il en faut, mais au sens d'une société qui est pérenne. Vous savez, le mot, et je vais y répondre avec l'exemple de pays, la façon de définir l'ordolibéralisme, c'est un mot d'un économiste qui dit c'est l'économie de marché est une condition nécessaire mais non suffisante d'une société juste, libre et ordonnée. Juste, libre et ordonnée. Il y a des pays, on cite souvent la Suisse comme un exemple, je crois que les pays nordiques incarnent une forme d'équilibre entre l'économie de marché d'un côté et puis des exigences sociales et culturelles de l'autre. J'ai envie de dire les Pays-Bas aussi. Au fond, c'est un peu l'opposition entre un libéralisme très anglo-saxon face à un libéralisme qui serait plus de nature européenne et qui a trouvé aussi certaines évolutions en Asie après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça pourrait être 50 nuances de libéralisme, le sous-titre. En tout cas, c'est pour un libéralisme humaniste. Alexis Karklins-Marchais, merci d'avoir été notre invité ce matin.